Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la session Concevoir, entraîner et déployer un modèle de machine learning avec Amazon SageMaker. Je m'appelle Davide Galitelli, je suis solution architecte spécialiste pour l'intelligence artificielle et le machine learning au sein de l'équipe AWS Benelux. Dans cette session, on va se focaliser sur comment Amazon peut vous accompagner dans les démarches de réalisation et de mise en production d'un workload de machine learning. À aujourd'hui, plus de 100 000 clients utilisent AWS pour leur workload de machine learning, qu'ils soient pour créer des expériences personnalisées pour leurs clients ou pour concevoir des médicaments ciblés. Le machine learning n'est plus quelque chose de niche ou tout simplement de la valeur ajoutée à une application. Mais de plus en plus, il fait partie du cœur de beaucoup de business, quelle que soit la taille de l'entreprise. Nos clients nous choisissent pour la richesse et pour l'incroyable vitesse en innovation de la plateforme AWS. Nos clients peuvent choisir entre des différents niveaux d'abstraction selon leurs besoins de vitesse et de personnalisation. En démarrant tout en haut dans le stack du machine learning AWS, on a les services d'intelligence artificielle qui permettent d'ajouter rapidement et de façon simple des fonctionnalités de machine learning comme la computer vision, le processing du langage naturel, la prédiction des séries temporelles ou des systèmes de recommandation à vos applications tout simplement avec des appels API. Chose que le rend parfait pour des développeurs pour ajouter de l'intelligence artificielle à des applications sans forcément être des data scientists. On a, pour les data scientists, cette fois-ci, la plateforme de machine learning la plus riche sur le marché en termes de fonctionnalité et d'intégration pour simplifier leur vie, la vie des data scientists du coup, et aussi des chercheurs et chercheuses qui souhaitent être accompagnés dans toutes les étapes d'un cycle de vie d'un modèle ou d'une application. Enfin, les plus experts du machine learning peuvent toujours avoir un accès des plus bas niveaux au framework et à l'infrastructure. Quel que soit le niveau choisi dans le stack de machine learning, le processus de réalisation et de mise en production d'un workload est un procès qui est itératif et qui est divisé en plusieurs étapes. On peut identifier des différentes étapes qui sont communes à toute typologie de workload. Tout d'abord, il est nécessaire de bien identifier l'objectif business, c'est-à-dire d'avoir une idée du problème à résoudre grâce au machine learning et les métriques que permettront de mesurer le succès et l'échec d'un projet lancé. L'objectif doit être réalisable et il doit fournir une direction claire vers la mise en production. Une fois identifié et trouvé le problème à résoudre, la problématique à résoudre, c'est bien le moment de transformer la problématique business en problème de machine learning. Faisons un exemple. Pour identifier, par exemple, quels sont les produits dans une liste qui nous permettront de maximiser le profit, il est nécessaire de pouvoir prédire les ventes des différents produits et du coup, comme ça, pouvoir minimiser la production de ce produit qui finalement dont les ventes vont être en diminution dans le futur. Dans ces contextes, en fait, c'est le machine learning qui peut aider à résoudre des tâches de forecasting, ou en français des prédictions des séries temporelles. Et du coup, voilà. Et pour permettre, en fait, de résoudre ces genres de tâches, peu importe la typologie des tâches, une chose est hyper importante au tout début, c'est-à-dire d'identifier, de collecter, de préparer et d'analyser les données. Les performances d'un modèle ou d'un algorithme sont fonction des données sur lesquelles il apprend. Du coup, la data permet en fait de définir le but d'un système en termes d'input et d'output, et du coup d'entraîner notre modèle, de mesurer ses performances par rapport à les métriques qu'on a choisies dans la phase d'identification d'un problème business. Une fois qu'on a évalué les performances du modèle qu'on a entraîné sur nos données, qu'on a préparées et analysées, on peut finalement du coup analyser ces résultats de la phase d'évaluation afin de pouvoir affiner les données, l'algorithme ou pourquoi pas les deux. Comme ça, on applique tous les concepts de nettoyage, de préparation et de transformation qu'on a mentionné tout à l'heure. Et une fois que le modèle a été entraîné, tuné et testé, c'est enfin la phase de la mise en production et du coup de pouvoir faire des inférences, c'est-à-dire des prédictions grâce à ces modèles qu'on vient d'entraîner.
Il est du coup enfin fondamental de pouvoir monitorer les performances de ces modèles afin de détecter éventuellement ce qu'on appelle le drift, le concept drift ou le model drift, c'est-à-dire une dérive, comme on dit en français. En fait, qu'est-ce que ça veut dire une dérive? Ça veut dire que si les attentes business ne sont plus satisfaites, ceci pourrait être dû à des grosses différences entre les données historiques utilisées dans la phase d'entraînement et les données réelles. Cette situation va demander du coup enfin un nouveau entraînement du modèle, un processus qu'on souhaite automatiser pour pouvoir enfin, comme on dit, fermer la boucle de ces workloads, c'est-à-dire de le rendre automatisé et self-contained, comme on dit en anglais. Nous avons donc vu ensemble la théorie pour la réalisation d'un workload de machine learning. Et aujourd'hui, j'ai avec moi le Vincent Clé, qui est un machine learning ingénieur chez AXA Belgique, qui va nous parler en fait de comment SageMaker a pu aider avec la mise en place d'un système automatisé de processing de mail grâce à l'intelligence artificielle. Vincent, bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci de m'avoir invité. Super. J'ai déjà fait une petite introduction, mais si tu veux, si tu peux te présenter toi-même avec tes mots et tu peux aussi nous décrire ton rôle chez AXA. Je travaille pour AXA Belgique dans une équipe qui s'appelle Advanced Analytics, où j'ai le rôle de Machine Learning Engineer. Nous sommes une équipe transversale de data scientists et de machine learning engineers qui développe et opère des produits basés sur des techniques d'analyse de données avancées, comme le machine learning. Je crois que tout le monde a entendu parler à un moment donné de AXA. C'est une entreprise qui est très connue. Pour tous les autres, qu'est-ce que c'est AXA? AXA est un groupe d'origine française et est l'une des plus grandes compagnies d'assurance et de gestion d'actifs. AXA opère dans une soixantaine de pays à travers le monde pour plus de 100 millions de clients. Waouh. Ok, très bien. Du coup, comme on l'a vu précédemment, commençons par la problématique business que AXA a dû faire face, avec laquelle AXA a dû faire face. Quel était du coup cette challenge que AXA a demandé à toi et à tes collègues data scientists de résoudre? Donc, AXA Belgique reçoit des millions d'emails et courriers par an et l'automatisation du routage des emails et des courriers vers la bonne équipe peut réduire le coût opérationnel. Donc, début 2019, nous avons lancé le développement d'un produit capable de classer automatiquement les emails et les courriers entrants afin que les messages puissent être acheminés vers la bonne équipe. Super. Et du coup, tu pourrais nous faire un exemple de ces types d'emails à traiter par les machine learning et si tu peux aussi nous dire de combien d'emails on parle. Oui, bien sûr, les types de messages reçus par AXA Belgique sont des demandes générales, des adaptations de contrats, des demandes de paiement, des demandes d'attestation, des déclarations sinistres, des déclarations de changement d'adresse, etc. En total, AXA Belgique reçoit entre 4 et 5 millions d'emails et courriers par an. Waouh, 4-5 millions d'emails, c'est pas une chiffre négligeable. Et du coup, comment AXA traitait ces emails avant d'adopter du machine learning? Est-ce qu'il y avait des équipes qui étaient dédiées à le traitement manuel de ces mails? Oui, tout à fait. Il y a une équipe d'employés qui fait le routage des messages entrants. Donc, l'objectif était d'automatiser au maximum le routage en gardant la même précision que nos collègues en charge du routage. Cela signifie avoir une précision de 95%. La challenge, elle est super intéressante. Du coup, comment ça s'applique pour une problématique de machine learning? Comment on transforme cette problématique en problématique de machine learning? Il s'agit d'un problème supervisé de multi-class classification. Donc, nous avons besoin de données et des étiquettes. Donc, pour les données, nous avons commencé avec les extraits des emails, les extraits des annexes des emails, les extraits des courriers. Et nous avons la chance que le système de gestion de documents d'AXA Belgique dispose d'un outil OCR, donc Optical Character Recognition, qui extrait le texte pour nous.
Donc ça, c'est pour les données. Pour les étiquettes, nous avons une base de données avec des étiquettes données par nos collègues pour chaque message. Parfait. Du coup, data source d'email, courrier passé par un OCR. Ok, je vois. Comment vous avez transformé du coup ces données pour pouvoir entraîner le modèle? Nous avons commencé avec les données extraites des emails, les annexes des emails, les extraits des courriers. Une méthode classique de feature engineering du texte consiste à appliquer TF-IDF, donc Term Frequency Inverse Document Frequency. Nous avons utilisé des jobs Glue PySpark et avec Glue, nous pouvions créer un Spark Cluster en quelques minutes pour traiter ce volume de données, de millions de messages. Donc avec PySpark, SparkML et MLib. Parfait. Pour ceux qui sont à l'écoute, finalement, AWS Glue est un de nos services pour la transformation, pour le ETL, du coup l'Extract, Transform and Load de données. C'est un service en serverless super intéressant pour résoudre ces genres de problématiques de feature transformation et feature engineering, du coup pour les processing en général de la donnée. Mais on est ici pour parler un peu de la stack machine learning et intelligence artificielle. Du coup, des trois parties dont je mentionnais, dont je parlais tout à l'heure. Quelle était la stack que vous avez choisie pour aborder ces challenges? Oui, pour les AI ML, nous avons utilisé Amazon SageMaker. Donc, Amazon SageMaker est un managed service pour machine learning. Ce n'est pas seulement un managed Jupyter Notebook, c'est aussi un écosystème d'API qui vous permet d'orchestrer des tâches d'entraînement, des tâches de réglage, des paramètres et de gérer et de déployer un modèle. Du coup, je suppose que chez vous, ça a été le data scientist qui a utilisé pour la majorité Amazon SageMaker. Quel était son workflow dans l'utilisation de SageMaker? Quelle feature a-t-il utilisé? Donc, pour la formation, nous commençons dans un SageMaker Notebook pour explorer les données, pour essayer des différents algorithmes. Mais nous avons immédiatement commencé à industrialiser notre pipeline. Donc, la partie de feature engineering ainsi que la partie de modélisation. Donc, ça veut dire, pour nous découper le pipeline en petites tâches, comprendre les données et les joindre avec les étiquettes, une tâche pour nettoyer le texte, une tâche pour le DF-IDF. Donc, c'est chaîner des tâches simples qui font juste un type de travail. Et c'est ça rendu notre pipeline modulaire. Donc, pour le feature engineering, chaque tâche est un Glue PySpark job ou un Glue Python Shell job. Pour l'entraînement, nous avons utilisé SageMaker Hyperparameter Tuning Jobs, SageMaker Training Jobs, et à la fin du pipeline, nous avons un SageMaker Notebook qui calcule des KPI. Tous nos notebooks, nos scripts qui composent notre pipeline, ils sont la configuration de l'orchestration et l'infrastructure as code est dans un GitHub repo. Nous avons écrit au moins un test par tâche avec de documentation et nous avons le déploiement d'une manière automatisée. Donc, nous essayons de suivre des best practices du software engineering. Donc, pour le workflow, nous avons un workflow classique. Nous avons un tableau de projet, project board, avec des tickets de choses à faire. Un développeur, un data scientist prend un ticket, il crée une branche de la branche main, fait une expérience, implémente une fonctionnalité, corrige un bug, mais en écrivant des tests, hein, ça c'est clair. Quand les tests réussissent, il déploie le pipeline sur AWS et vérifie s'il s'exécute sur AWS avant d'envoyer une pull request. Au moins, un autre membre de l'équipe passe en revue et s'il est approuvé, nous fusionnons avec la branche main et nous retournons au project board pour prendre un prochain ticket. Donc ça, c'est le workflow. Super intéressant. Tu as mentionné deux sujets auxquels je tiens particulièrement au cœur et dont j'ai vu et que j'ai vu un peu partout chez nos clients. Bah, notamment, c'était un peu la séparation des environnements sur SageMaker, sachant que SageMaker, en fait, il expose des API et des environnements complètement séparés pour chaque étape dans le workflow de machine learning, mais aussi la ingénierisation, on va dire, c'est-à-dire appliquer les best practices de la software engineering
à la partie de machine learning. Du coup, en parlant juste un peu plus de la partie entraînement et du coup de la séparation un peu des environnements, vous avez entraîné le modèle sur les environnements pour pour l'entraînement, ça c'est très bien. Et du coup, est-ce que vous avez des métriques, par exemple, par rapport aux performances du modèle et comment vous avez utilisé après ces résultats pour pouvoir enfin pusher dans la pipeline et voir un peu comment utiliser les résultats obtenus dès la phase de validation. Pour obtenir une précision de 95%, nous avons divisé notre donnée en train, test et threshold dataset, threshold seuil. Une fois le modèle est entraîné et évalué, nous avons une précision à peu près de 80%. Pour obtenir une précision de 95%, nous utilisons ensuite la donnée de thresholds pour ajuster des seuils au score de probabilité de chacun des classes. Comme ça, nous pouvons garantir à notre client interne la précision minimale de 95%. De plus, l'équipe qui gère les messages entrants à AXA a mis en place un contrôle qualité. Il vérifie plus ou moins 2% des messages classés par nos collègues et par le modèle. De cette façon, nous avons un deuxième test dataset pour valider notre modèle. Pour le taux d'automatisation, nous n'avons pas qu'un seul modèle. Donc, pour tous les messages entrants, nous avons plusieurs modèles. Il y a une règle simple qui divise les messages entrants et les achemine vers le bon modèle. Donc, tous les modèles ont une précision de 95%, mais le taux d'automatisation varie entre les modèles. Il varie entre 22% et de 53%. Waouh, super. Bah déjà d'automatiser au moins 25% vers le 50%. Idéalement d'arriver à les 100%, ça, je pense que c'est idéal et tout le monde aimerait bien arriver à ces genres de résultats et voir si aller encore plus loin. Bah, du coup, avant de pouvoir tout automatiser, carrément, il faut le mettre en production. Comment avez-vous du coup assuré que l'architecture pour la mise en production soit bah, déjà bien faite, ou comme on dit en anglais, qu'il soit compliant avec le well architected framework, mais aussi qu'elle soit sécurisée, chose qui est très importante. Oui, en utilisant SageMaker Endpoint, nous avons déployé un modèle en quelques jours. Nous avons connecté le SageMaker Endpoint avec un Lambda et un API Gateway pour pouvoir répondre aux demandes clients de Client Application, qui contient le contenu de l'email et le modèle rend une prédiction du type d'email. Nous déployons le SageMaker Endpoint et le Lambda et l'API Gateway à l'aide du framework serverless.com, qui est fortement axé sur Lambda et les intégrations autour de Lambda. D'accord, ok. Du coup, la partie a été déployée sur un API Gateway plus une Lambda qui expose après le SageMaker Endpoint. Parfait. On a complété la chaîne, je dirais. Du coup, comment vous fermez la boucle? C'est-à-dire, comment tu automatises la pipeline pour ces process, pour automatiser dès la phase de transformation de la donnée jusqu'à la phase de déploiement? Oui, une partie importante de la data science concerne l'expérimentation, l'essai des différentes techniques de nettoyage, l'imputation de valeurs manquantes, la sélection des features, dans le but d'augmenter la performance du modèle. Vous voulez aller vite et essayer différentes choses, donc c'est important d'exécuter des expériences en parallèle de manière automatisée. Donc ça veut dire aucune étape manuelle dans votre pipeline. Pour y parvenir, nous croyons que vous avez besoin au moins 3 éléments: l'infrastructure as code, l'orchestration et des principes de MLOps. Le premier, Infrastructure as Code, par exemple, CloudFormation ou Terraform, nous pouvons déployer plusieurs pipelines isolés dans notre environnement. Pour ça, nous utilisons AWS Code Build qui clone le repo, exécute le test, déploie le pipeline. Et quand le pipeline s'est terminé, AWS Code Build s'occupe de la suppression du pipeline afin que vous vous retrouviez avec un environnement propre. Deuxième, c'est l'orchestration. Donc, nous orchestrons le pipeline avec Step Functions for Data Science SDK
Vous déclenchez le pipeline et Step Functions suivit le progrès. Donc, pas d'étape manuelle intermédiaire et vous êtes notifié si le pipeline s'est terminé ou en cas d'erreur. L'avantage de Step Functions for Data Science SDK est que vous pouvez utiliser du code Python pour configurer l'orchestration de pipeline. C'est plus flexible que les JSON que vous devez construire avec le classique Step Functions. Troisième, avoir la sortie du pipeline, le modèle, les données, la version du code et des KPI du performance du modèle dans un bucket S3 central. Pour nous, ce sont les premières étapes spécifiques au MLOps. Nous avons un bucket S3, lequel tous nos pipelines sortent les artefacts. Ce bucket S3, tout ce dont nous avons, ce bucket S3 contient tout ce dont nous avons besoin pour déployer le modèle ou reproduire le modèle dans le futur. Donc, ces trois éléments nous ont permis d'aller vite. Parfait, génial. Je dirais que on peut passer directement à les next steps. On va dire, on peut regarder un peu qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir. Quelles sont les prochaines étapes pour ces beaux projets? Et si vous regardez à quelques nouvelles features en particulier de Amazon SageMaker, que par exemple a été présenté récemment à re:Invent. Il y a quelque chose pour l'avenir. Premier, nous utilisons des méthodologies classiques basées sur TF-IDF et nous recherchons des modèles transformers comme BERT. Nous utilisons l'intégration de Hugging Face avec SageMaker et aujourd'hui, les premières expériences, nous voyons un tiers de nos modèles en production sont surperformés par le modèle Transformers dans notre environnement de développement. Deuxième, c'est fait des expériences avec SageMaker Processing Jobs au lieu de Glue PySpark Jobs pour le feature engineering. Avec SageMaker Processing Jobs, nous pouvons redimensionner verticalement et utiliser scikit-learn au lieu de PySpark, SparkML et MLeap. Donc, vous pouvez profiter du riche écosystème de scikit-learn et vous pouvez inclure le Docker de SageMaker Processing Jobs en production et répliquer l'environnement. Et vous n'avez pas ça avec un glue job. Le troisième, c'est faire des expériences avec SageMaker Projects et en combinaison avec SageMaker Pipelines. Ça peut être une alternative à notre orchestration avec Step Functions for Data Science SDK. Super. Est-ce que du coup, on est vers la fin de notre session. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu voudrais partager, par exemple, avec les data engineers, les data scientists qui sont à l'écoute et qui nous regardent, sur comment commencer avec AWS et Amazon SageMaker? Quels sont tes conseils? Quelles ressources pourront-ils utiliser? Oui, le conseil, c'est, si c'est pour faire des expériences et jouer, utilisez un SageMaker Notebook ou un notebook dans SageMaker Studio. Mais si vous voulez générer de la valeur à long terme en développant un modèle, commencez immédiatement à industrialiser votre pipeline, suivre les best practices de software engineering et de data engineering. Et ça, c'est un conseil qu'on donne toujours. Une fois que la partie d'expérimentation elle est complète, c'est bien le moment de commencer à regarder enfin comment automatiser tous les process, comment structurer avec les best practices de software engineering dont on a parlé tout à l'heure, pour enfin pouvoir mettre en production et finalement actuer ces MLOps dont on parle assez souvent. Merci beaucoup, Vincent, pour ton retour d'expérience et pour avoir participé à cette session. Merci à toi, David. C'était un plaisir d'être ici. Et merci aussi à vous tous d'avoir participé à cette session. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez pu apprendre beaucoup. Pour aller plus loin, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à chercher sur Internet le blog de AWS pour les machine learning. Mais maintenant, il y a aussi du contenu qui est disponible en français, rédigé par des solution architectes français. Et si la session vous a plu, n'oubliez pas de nous donner votre feedback. Merci encore.